Bonjour à tous, merci de votre présence ici ou en visioconférence sur la plus belle avenue du monde. Écoutez, on a prévu donc cette conférence de presse ce matin pour vous parler un peu plus de la DEPAL. On s'était rencontrés au mois de décembre pour une première conférence de presse. Nous avions prévu de nous retrouver 6 mois plus tard. Nous sommes ces 6 mois plus tard, donc nous allons ouvrir cette conférence. Je vais d'abord commencer par vous présenter nos participants. À ma droite, Pascal Bredlou, qui est administrateur de la DEPAL, président des ETF et qui est en charge de la communication. À ma gauche, Olivier Morel, président de l'UNILET, qui aura l'occasion de vous parler un peu de nos travaux dans les filières. Et puis, dans la salle, Christian Divin, directeur général de la DEPAL, et Karima Kassi, directrice générale adjointe, qui pourront, le cas échéant, répondre à vos questions techniques, s'il y en avait, puisque on n'a pas la prétention, ni Pascal, ni Olivier, ni moi, d'avoir la connaissance de tous les sujets que traite la DEPAL. Le déroulé de cette présentation se fera en 3 temps. Un premier temps dans lequel je vais vous parler de la DEPAL et de ses spécificités. Un deuxième temps dans lequel Pascal Bredlou développera le baromètre que nous suivons maintenant depuis près d'1 an, qui est trimestriel et qui reprend les éléments que nos entreprises nous confient, en confidentialité bien sûr. Et puis Olivier nous parlera du cas spécifique des légumes surgelés et en conserve, qui sont à la fois issus des filières agricoles françaises, mais aussi de toutes les problématiques que nous pouvons avoir à l'aval, notamment vis-à-vis de la distribution. Bien évidemment, on répondra à toutes vos questions. Ce que je vous demanderai, si vous voulez bien, c'est de les garder pour la fin. Arnaud Narcy d'Adocom prendra dans le chat l'ensemble de vos questions, et je parle de ceux qui sont en visioconférence, et puis on y répondra bien évidemment le mieux possible. Voilà, je crois que j'ai rien oublié, Arnaud. Non, ça va, très bien. Alors, premier point, revenir un petit peu sur ce qu'est la DEPAL et ce qui nous caractérise. La DEPAL, c'est une des principales fédérations professionnelles de l'agroalimentaire en France. Mais nous avons la prétention de penser que c'est aussi le vrai visage de l'industrie alimentaire française, à la fois parce que nous représentons des entreprises, des PME, des ETI et des TPE qui sont ancrées dans les territoires, à la fois parce que nous sommes adhérents à travers nos syndicats d'un certain nombre d'interprofessions, dont on parlera plus précisément, et puis à la fois aussi parce que nous fabriquons des produits alimentaires, nous sommes dans le quotidien des Français, que ce soit au petit déjeuner que vous avez devant vous, que ce soit au déjeuner ou au dîner. Notre association a été créée en 1980 et elle regroupe aujourd'hui 6 syndicats métiers qui couvrent de nombreuses familles, des produits d'épicerie d'abord, que ce soit des produits d'épicerie salés ou des produits d'épicerie sucrés, je pense aux confitures par exemple, des aliments en conserve, que ce soit de la conserve métallique ou de la conserve en verre, mais aussi du riz, des légumes secs, des produits déshydratés, des champignons, et c'est à peu près l'essentiel pour les produits d'épicerie. On représente aussi des produits surgelés, puisque nous avons parmi nos adhérents le syndicat des entreprises des surgelés, qui fait des fruits et légumes, des poissons, des plats préparés, des pizzas, des desserts, des produits de boulangerie. Des produits frais réfrigérés. Pascal, à ma droite, est président du syndicat du traiteur frais. Le traiteur frais a un spectre très large, à la fois un spectre très large de produits, qui vont de la pizza, des salades, des sandwichs, en passant éventuellement, et en passant aussi par le saumon, le surimi, qu'est-ce que je pourrais ajouter encore, Pascal? Les plats cuisinés, bien sûr, et donc tous les produits traiteurs qui connaissent aujourd'hui des croissances assez fortes, mais on en reparlera.
Et puis des fabricants de produits de fruits et de légumes qui sont frais, qui sont prêts à l'emploi. Je pense à tous les produits de 4e gamme, donc les salades en sachet, mais aussi tous les produits de fraîche découpe qui aujourd'hui sont en plein développement. Vous avez ensuite devant vos yeux donc les logos des syndicats dits de métiers que nous représentons, les entreprises du traiteur frais, la Fédération des aliments et industriels des aliments conservés, donc ça ce sont les conserves, la FNLS qui est la Fédération nationale des légumes secs et notamment des légumineuses dont on aura l'occasion de reparler, qui sont aujourd'hui très plébiscitées. Le SVFPE, j'en parlais tout à l'heure, ce sont les salades 4e gamme. Le SVFPE, c'est le syndicat des fabricants de produits végétaux frais prêts à l'emploi. Les entreprises des glaces et des surgelés, et enfin le syndicat de la rizerie française, qui fait aussi partie de nos adhérents. Nous avons fait un travail d'analyse avec le cabinet Quadra il y a maintenant quelques mois pour appréhender plus précisément la représentativité de nos métiers. Aujourd'hui, nous représentons 128 000 emplois qui sont liés à l'activité de la DEPAL, avec 64 000 emplois directs, 52 000 emplois indirects et 11 000 emplois induits. Donc un secteur qui aujourd'hui pèse dans les territoires, un secteur qui est créateur d'emplois, des emplois directs et indirects, qui sont répartis sur l'ensemble du territoire et sur lequel nous investissons nos valeurs ajoutées, à savoir notamment tout ce qui concerne les investissements environnementaux, agroécologiques, etc. On aura l'occasion d'en redire deux mots. Peut-être le slide suivant. Donc, un des points qui nous caractérise, c'est que dans ces emplois indirects, 33%, donc un tiers de ces emplois indirects, sont des agriculteurs ou des pêcheurs. Autrement dit, nous revendiquons un lien fort avec notre amont agricole, un lien qui a été construit de longue date. Olivier en reparlera tout à l'heure, que ce soit sur les fruits, que ce soit sur les légumes, que ce soit sur le foie gras, que ce soit encore sur d'autres métiers qui sont aujourd'hui en cours de structuration. Et là aussi, on pourra peut-être en dire deux mots. Donc, nous avons des liens de confiance et nous avons un ancrage territorial qui est très fort, puisque 577 sites sont répartis sur tout le territoire, avec des entreprises à taille humaine. J'insiste là-dessus, nous sommes des TPE, des PME et des ETI. Nous sommes aussi des entreprises de toute nature, qu'elles soient coopératives, qu'elles soient privées ou qu'elles soient artisanales. Et c'est un des points de différenciation que nous revendiquons. Nous représentons à la fois des marques emblématiques de la tradition culinaire française, mais aussi nous sommes de gros fournisseurs de marques de distributeurs qui, vous le savez, pèsent de l'ordre de 30% du marché dans la plupart des marchés alimentaires. Nous avons une spécificité aussi, c'est que nos centres d'intérêt et de décision sont en France. C'est un point important pour nous. La France, c'est pas qu'un marché. La France, c'est aussi le pays dans lequel nous évoluons. C'est aussi le pays dans lequel nous avons grandi, pour la plupart, dans lequel nous vivons, dans lequel nos salariés vivent. Et donc, nous avons le besoin de mettre en avant ces produits et de mettre en avant nos territoires dans lesquels nous sommes très actifs. Et puis enfin, nous sommes des développeurs de filières innovantes, durables et attractives. J'en veux pour preuve par exemple les fruits, sur lesquels nous avons fait un gros travail, mais peut-être là aussi pourra-t-on en redire quelques mots a posteriori. Donc juste cette carte pour que vous la visualisiez, vous voyez que notre répartition est assez homogène, avec bien évidemment une prépondérance de la Bretagne, qui est une région agroalimentaire dynamique et depuis longtemps, la Vendée aussi bien sûr, et puis le sud-ouest et le nord, qui là aussi affiche une densité assez forte. Donc la DEPAL, c'est aussi une certaine idée de l'alimentation qui est empreinte de modernité et de tradition, avec des savoir-faire et des produits qui assurent l'alimentation quotidienne des produits, avec
des entreprises qui sont inscrites dans un modèle alimentaire et dans la tradition gastronomique française, mais pas que dans la tradition gastronomique française, puisque nous représentons aussi un certain nombre de produits très innovants, comme le surimi, qui aujourd'hui a connu un développement important sur ces dernières années, alors que il n'était pas traditionnellement fabriqué en France. Des produits accessibles, c'est un point important. La montée en gamme, c'est très bien. Le bio, c'est très bien. Les produits sans résidus, c'est très bien. En revanche, il faut que tous ces produits restent accessibles aux consommateurs pour que bien tout le monde puisse en profiter. Des entreprises qui sont engagées dans la transition agroécologique, et c'est une de nos revendications, nous y reviendrons, mais nous avons besoin de financer la transition agroécologique et nous le faisons autant que possible au quotidien, malgré des valeurs ajoutées qui sont insuffisantes. Et puis, nous revendiquons une contribution à la réalisation de la souveraineté alimentaire et industrielle du pays, qui s'est illustrée d'ailleurs dans le cadre de la crise Covid, dans lequel nos entreprises ont continué, et malgré les difficultés que ça a généré, à livrer, à fabriquer et à nourrir les Français. Voilà un petit peu. Donc, la DEPAL porte la voix des TPE, des PME et des ETI de l'agroalimentaire en France, trouve et cherche des nouvelles voies pour se développer sur tous les territoires, avec notre amont agricole et les pêcheurs, bien sûr, puisque nous représentons la filière poisson aussi. Je n'ai peut-être pas suffisamment insisté là-dessus au démarrage, mais le poisson est aussi un point très important et très plébiscité par les consommateurs, pour des raisons nutritionnelles, notamment, et de goût. Voilà un petit peu un petit portrait assez rapide de la DEPAL. Bien évidemment, s'il y a d'autres questions, on y répondra en fin de conférence. Je vais laisser la parole à Pascal Baudelou maintenant pour vous présenter le baromètre de l'activité des PME alimentaires françaises et notamment ce travail que nous faisons maintenant depuis près d'une année pour tâter le pouls de nos industriels et surtout anticiper les problématiques qui pourraient venir. Voilà, Pascal, à toi. Merci Jérôme, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, quand on a la chance d'avoir une telle représentativité des entreprises agroalimentaires françaises, eh bien, on s'en sert. Nous avons mis en place ce baromètre. Alors, c'est un baromètre trimestriel. On a maintenant de l'antériorité, plusieurs trimestres derrière nous qui nous permettent d'avoir des éléments concrets, mesurables, fiables, de la situation des entreprises qui sont membres de notre fédération, et puis ça constitue vraiment un baromètre des activités. Il ne s'agit pas d'une étude chiffrée. On est bien à consulter nos adhérents, à recueillir l'information, et puis à essayer de la mettre en œuvre pour faire ressortir les points saillants dont je vais vous présenter quelques données. Ce présent questionnaire a été fait dans une période entre le dernier, pour avoir les chiffres les plus frais, entre le 11 mai 2021 et le début du mois de juin. Qu'est-ce que l'on peut en tirer tout de suite? D'abord, un point essentiel, la confiance. Un net regain de la confiance des entreprises alimentaires. Vous le voyez, une progression importante depuis novembre, 41, 56% en mars. 70% des entreprises membres de la DEPAL ont un regain de confiance. Les éléments sont là, mesurables, pour pouvoir établir des plans, des perspectives. Et vous savez que les entreprises ont besoin de perspectives pour pouvoir, et on le verra, investir, pour pouvoir se donner une marche à suivre. Donc, ces résultats, ils sont engrangés aujourd'hui très récents, en tenant compte de ce que tous les gens savaient à ce moment-là. Et comme tous les jours, on en apprend un petit peu plus, eh bien, ce baromètre évoluera forcément. En plus, quand on regarde les prévisions sur le deuxième trimestre, pardon, ces entreprises ont aussi une vision assez intéressante et claire de l'augmentation du chiffre d'affaires. Ils étaient 26% anticipés la hausse de chiffre d'affaires au premier trimestre en mars 2021. Ils sont maintenant 45, presque 46% à entrevoir une hausse de chiffre d'affaires
pour le deuxième trimestre 2021, qui est pratiquement fini. Donc des données fiables, sérieuses, qui sont aussi le regain, et vous le voyez, avec des hausses, des baisses, mais en tout cas des éléments concrets, mesurables, de stabilité, de hausse, certes mesurée, mais des fois des hausses très importantes dans certaines catégories. Jérôme Foucault en a parlé. Certaines catégories bénéficient plus que d'autres, donc les entreprises qui font ces catégories ont plus d'avantages que d'autres. Quand on a la confiance, quand on a des perspectives de hausse de chiffre d'affaires, on ne peut avoir qu'envie d'investir. Ça ne peut pas être autrement. Surtout quand on vient de faire disette pendant plus de 12 mois. Et quand je dis disette, je dis, on a restreint pratiquement beaucoup des investissements. On a fait de la peinture, on a commandé des pièces quand elles arrivent. Et vous le verrez que les approvisionnements ne sont pas si faciles à faire, même qu'une petite carte électronique, une petite puce n'arrive pas facilement en France. Et bien malgré tout, les industriels veulent investir. Et vous le voyez, plus de 78% d'entre eux ont cette envie, ont cette capacité. 8 entreprises sur 10 ont prévu d'investir au deuxième trimestre. Ce sont déjà en cours et les perspectives vont grandissantes. Certes, pas mal d'aides et de plans de progrès ont aidé à cette perspective. Il y a eu des mesures qui ont été mises en place pour pouvoir faciliter ces investissements. Donc, confiance, investissement, et puis bien sûr, la création d'emplois. Quand on a confiance, qu'on a du chiffre d'affaires, qu'on va faire des investissements, eh bien, les emplois, c'est nécessaire. Et vous l'entendez tous les jours, certaines catégories n'ont pas cette chance de trouver l'emploi qu'ils souhaitent. C'est notre cas aussi chez nous. Nous avons des difficultés. Vous le voyez, premier trimestre, 23% des PME ont augmenté leurs effectifs, contre 9% avant. 26% anticipent une hausse de leurs effectifs, mais avec des difficultés de recrutement. Tant qualitatif que quantitatif. C'est pas toujours l'employabilité que l'on veut à tel endroit qui permet de réaliser le chiffre d'affaires. Il est donc absolument nécessaire de pouvoir motiver et mobiliser autour des entreprises, mais aussi autour des pouvoirs publics, l'employabilité dans nos métiers et la facilité d'accès à l'emploi. Certaines mesures récentes viennent d'être prises d'ailleurs pour faciliter tout ça, en particulier sur les contrats courts qui ont été globalement remis à l'ordre du jour après avoir été pratiquement gommés. Les recrutements, c'est une difficulté grandissante. Donc, c'est pas qu'un effet de chef d'entreprise qui dit j'ai du mal à recruter. C'est une réalité. Il manque du monde dans plein de métiers, dans les nôtres en particulier. Et on ne forme pas des opérateurs sur ligne ou des gens en campagne ou des gens en transformation si facilement que ça. Il y a des filières à mettre en œuvre, il y a à suivre des parcours. Et vous le voyez, 71% des PME ont des difficultés à recruter. C'est pas une, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est 71%. C'est très significatif. Quand on a de l'emploi et qu'on ne peut pas remplir cet emploi, c'est quand même désolant, aussi bien pour les gens qui cherchent du travail, les premiers, que pour l'employabilité de nos métiers, mais surtout aussi la bonne marge des entreprises et leur équilibre. Et comme ça ne suffisait pas, dans les pas bonnes nouvelles, on a des grosses contraintes sur les approvisionnements. 79% des difficultés d'approvisionnement. C'est plus 10% par rapport à mars. À ce rythme-là, dans 4 mois, on est à la fin de l'été, il n'y a plus l'approvisionnement. Où toutes les entreprises à 100% ont des difficultés majeures. Et vous le voyez, ça va grandissant. Une hausse des coûts, un manque de disponibilité, les matières premières gravement touchées. Vous l'entendez, beaucoup de nos catégories aujourd'hui dans la DEPAL sont touchées. Certaines sont très emblématiques. On va prendre les fruits. Problématique de météorologie, problématique il fait trop chaud, il fait trop froid, de façon exacerbée, ce qui fait qu'il y a un vrai manque. Il y a un manque sur la pomme, dans tous ceux qui travaillent la compote ou les fruits cuits, ont une vraie difficulté. Ça se traduit par un manque de matière, mais ça aussi, ça se traduit par des hausses. Donc, matière première, des hausses. Les légumes n'ont pas été épargnés. Des emblavements à des moments où il a gelé, des gels qui ont été très précoces ou très longs, ont fait que les matières premières sont devenues un peu plus difficiles à trouver. Il existe des solutions, elles sont toutes mises en œuvre par les entreprises. Le fait d'être en fédération permet aussi d'avoir une synergie pour pouvoir aller de l'avant et trouver des solutions. Mais c'est aussi amplifié par des problèmes qui sont liés à des matières premières autres que la matière première agricole. Les emballages. Vous n'êtes pas sans savoir que sur les plastiques, on a des hausses de 10 à 20% du prix du plastique. C'est énorme. Sur les cartons, on va de 20 à 60%.
comment répercuter de telles hausses quand de l'autre côté, vos prix de vente n'ont pas cette flexibilité et c'est un vrai problème. Et je crois qu'à aujourd'hui, en tout cas, démarre une discussion sur le sujet à l'Assemblée nationale sur le rapport du député Besson-Moreau, dont nous nous sommes occupés, mais là, Jérôme en reparlera encore plus que moi. Et puis le métal, valeur sûre, certaine, certes, mais le métal a aussi subi et est en train de subir une hausse. Alors, ce sont des matières premières mondiales pour la plupart, donc soumis à différents cours. Il nous faut absolument, et vous le voyez, hein, toutes les entreprises par catégorie se trouvent impactées par tout ça. Ça vient alimenter la problématique de la hausse des matières premières et ça vient alimenter le fait que la répercussion dans nos prix de vente sont difficiles à percevoir. Comme ça ne suffisait pas, nos clients, pour la plupart, en tout cas ceux de la distribution, plus classique de la grande consommation, ont continué ou ont augmenté la hausse des pénalités qui était déjà un point saillant quand on était en plein confinement l'année dernière, en 2020. On avait demandé au gouvernement un moratoire pour essayer de minimiser ces pénalités parce qu'elles étaient d'un impact majeur sur les comptes d'exploitation. Et compte tenu des difficultés qu'on avait en amont de logistique potentielle, de matières premières, d'approvisionnement, il était quasiment impossible d'être à 100% sûr de l'ensemble de nos approvisionnements. Et donc, on demandait de la mansuétude, de la collaboration, ce qui a eu lieu dans beaucoup de cas. Hein. C'est clair qu'on a pu travailler de concert avec la distribution. Mais à aujourd'hui, un tiers des entreprises sont concernées par des hausses de pénalités logistiques. On a l'impression qu'il y a une vanne qui s'est ouverte et d'un seul coup, on est reparti à la hausse. Il est absolument nécessaire qu'on surveille ça avec attention. Ce baromètre, étant trimestriel, permettra de suivre avec beaucoup d'attention et nous ferons le rapporteur de ces éléments des entreprises au plus près du terrain dans l'ensemble de nos communications. Il y a quand même un secteur qui, lui, est en grande souffrance. Secteur de la restauration, la RHD, le CHR, peu importe son nom. En tout cas, tous ceux qui sont presque libres depuis quelques semaines, quelques jours, je dirais, de pouvoir réouvrir leur établissement à peu près correctement. Il n'empêche que les entreprises qui les fournissent, et on le voit au premier trimestre 2021, c'est une baisse de plus d'un quart du chiffre d'affaires pour plus de 70% des entreprises alimentaires. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, pour contrecarrer ça, il faudra que la reprise soit, j'allais dire presque violente, mais en tout cas importante. Ça, c'est un point. Mais surtout qu'elle soit soutenue et pas épisodique, qu'elle soit aussi, comme elle est météo-dépendante, accompagnée d'éléments favorables qui ne soient pas liés au hasard. Donc, pour les entreprises et ces entreprises à la DEPAL, c'est pratiquement plus de 20% de leur chiffre d'affaires. Hein. En moyenne, la RHD fait 20% du chiffre d'affaires des entreprises. C'est quand même un secteur très important qui est fortement impacté. Donc, vous le voyez, des points, et Jérôme Foucault va revenir dessus, des points positifs, on est clair, la confiance, les perspectives de chiffre d'affaires, de l'investissement, et puis des points plus compliqués, plus délicats, sur lesquels on attire l'attention de tout le monde, et la vôtre en particulier, hein, mais aussi pour l'ensemble des pouvoirs publics qui nous écoutent, qui nous reçoivent, mais on voudrait qu'ils nous entendent mieux. Voilà. Jérôme, j'ai présenté ce panorama pour que ça soit une première, mais aussi le début d'une série. Merci Pascal, effectivement, c'est un outil de travail intéressant sur lequel nous allons continuer à vous nourrir et aussi à affiner nos prévisions. Ça marche, ça ? Ouais. Donc, un retour de la confiance des entreprises, un secteur résilient qui crée de l'emploi, mais qui a du mal à recruter, de fortes tensions sur les disponibilités des matières premières, qu'elles soient agricoles ou qu'elles soient emballages, sachant que les emballages subissent une volatilité de plus en plus accrue compte tenu et de la mondialisation et de la consommation en Chine et d'un certain nombre probablement de spéculations sur l'amont. Des hausses des coûts de production et des matières premières, je viens d'en parler. Un impact fort des fermetures de la restauration malgré tout sur l'activité de nos industriels. Et puis, last but not least, des tensions dans les relations avec la distribution, avec des hausses de pénalités logistiques qui se systématisent, des demandes de baisse de prix, des demandes de promotion supplémentaires. Bref, la nécessité
de revenir à un système plus vertueux et à un système de création de valeur et d'une dynamique, puisque l'industrie alimentaire, notamment les PME, les ETI, est dans les territoires, elle crée de l'emploi, elle est un facteur d'excellence en France. Nous sommes reconnus dans le monde entier pour la qualité de nos produits, pour notre innovation, pour la sécurité alimentaire que nous apportons. Et pourtant, les projets en cours sont probablement mortifères pour notre métier. Nous reviendrons là-dessus. Avant ça, je voudrais passer la parole à Olivier Morel pour vous donner un exemple concret de l'Unilette, qui est l'interprofession des légumes en conserve et des surgelés, et qui travaille en partenariat vertueux avec l'amont et l'aval, qui aujourd'hui souffre, alors que un partenariat avec l'amont agricole existe depuis des années. Merci Olivier. Bien. Merci Jérôme, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Alors rapidement, qu'est-ce que l'Unilette? Puisque notre nom n'est pas forcément très explicatif, et j'ose espérer qu'un certain nombre d'entre vous étaient présents lors de la conférence de presse que nous avions donnée au début de l'année 2021. Donc l'Unilette, c'est l'interprofession qui regroupe tout ce qui est la transformation de légumes, donc légumes surgelés et en conserve, donc avec 2 collèges, et ça c'est important. Donc d'un côté les producteurs et de l'autre côté les transformateurs, donc adhérents également de la FIAC. Point très important, c'est que les décisions se prennent de manière collégiale et que le financement de l'interprofession, et on en reparlera un petit peu après, se fait à parité entre les 2 collèges, donc producteurs et transformateurs. Alors aujourd'hui, concrètement sur le territoire français, ce que vous ayez présent à l'esprit, c'est que 1/3 des hectares dédiés à la culture du légume sont destinés à la transformation. Donc, c'est 4500 producteurs qui sont engagés avec nous, qui produisent et alimentent 23 usines réparties sur 3 bassins de production, donc les Hauts-de-France, qui représentent environ 50% de la production nationale, le bassin Bretagne-Pays de Loire, environ 1/3 des hectares, et le bassin sud-ouest. La France, aujourd'hui, est le premier fabricant de conserves en Europe et le 4e producteur concernant les surgelés. Alors, si on revient à la genèse de l'Unilette, pour aller de contractualisation, c'est un terme aujourd'hui que l'on entend revenir de manière émanente dans le but de créer de la valeur ajoutée, et Jérôme Foucault l'a mentionné à plusieurs reprises. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'interprofession n'a pas attendu les tergiversations de nos parlementaires pour comprendre les bienfaits de la contractualisation, puisque dès 1945, donc sortie de la guerre, les producteurs et les transformateurs se mettaient d'accord 1 fois par an, donc sur des contrats d'approvisionnement des usines, sur lesquels étaient fixées les conditions d'approvisionnement, les prix et les volumes. Donc, prémisse. Et au fil de l'eau, les 2 collèges se sont aperçus que la contractualisation, c'était bien, mais qu'en fait, il y avait plus de choses à mettre en commun. Et que leur destin était lié, très clairement. C'est qu'un industriel ne restera pas sans avoir un amont très fort, et vice-versa. C'est qu'un amont très fort ne pourra pas bien valoriser sa production s'il n'y a pas un acteur industriel puissant. Donc, l'évolution s'est faite en se disant on a plus de choses à mettre en commun que de contractualiser. Et dès les années 60, s'est créée l'interprofession en se disant il faut aussi qu'on travaille sur les aspects techniques, et on y reviendra tout à l'heure. Jérôme Foucault en a parlé. L'agroécologie est un point important et un des facteurs de création de valeur ajoutée pour la filière. Mais dès les années 60, l'Unilette a mis en place ce qu'on appelle des stations d'expérimentation pour justement accompagner les producteurs. Aujourd'hui, l'Unilette, c'est un budget de fonctionnement de 2 millions d'euros. Il y a 35 personnes, 35 salariés permanents qui travaillent, et 3 stations d'expérimentation qui travaillent de concert entre les producteurs et les industriels pour développer de nouvelles variétés, pour expérimenter de nouvelles variétés ou techniques de binage pour accompagner la transition agroécologique. Et j'y reviendrai, c'est un point extrêmement important, puisque aujourd'hui,
Quand on parle d'agroécologie, il faut bien que vous ayez présent à l'esprit, c'est qui finance la transition agroécologique. Nous étions sur un modèle agricole avec des acteurs qui avaient intérêt à financer la recherche, il faut les nommer, les firmes phytosanitaires, mais quand on va sur du bio ou sur de l'agroécologie, ces acteurs, forcément, y ont moins d'intérêt. Et d'où l'intérêt ou le rôle clé aujourd'hui de l'UNILET sur tout ce qui est recherche et développement au niveau de l'agroécologie. Et ça, c'est très important. Donc, partenariat très, très fort. Alors, si on peut passer au suivant, s'il te plaît, oui. Malgré ça, et c'est un des points aujourd'hui qui nous préoccupe forcément, quand on regarde l'évolution des prix sur les 20 dernières années, alors c'est un indice en base 100 sur l'année 2010, qu'est-ce que nous voyons de manière très concrète, c'est que les prix ont baissé ou n'ont pas permis de juguler l'inflation. Et ça, vous le voyez, c'est terrible, notamment sur la partie surgelée. Parce que vous voyez qu'en l'espace de 20 ans, donc l'inflation a pris quasiment 25%, et que dans le même temps, les prix ont baissé. Donc ça veut dire qu'il y a un différentiel avec l'inflation de 26%. Alors ça, quand on est dans l'économie, c'est terrible. Et vous revoyez, parce que je voudrais pas sombrer dans la démagogie en disant qu'il y a un acteur qui a capté toute la valeur ajoutée, et c'est le nerf de la guerre, et ce qui nous obsède aujourd'hui en tant qu'entreprise, c'est la création de valeur ajoutée. Et on voit bien que, si on passe sur le slide suivant, c'est que on pourrait se dire, ah, la grande distribution a capté toute la valeur ajoutée. Je nuancerai un petit peu nos propos en disant qu'aujourd'hui, la guerre des prix que se livre la grande distribution a abouti à de la destruction de valeur ajoutée. Puis si vous regardez ces mêmes courbes sur 10 ans, on voit bien que les prix de vente consommateurs de légumes surgelés, par exemple, sont passés de 2,10 € à 1,85 €, 1,83 €, pardon. Donc, c'est-à-dire que facialement, aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé, malgré la transition écologique, le consommateur peut acheter 1 kg de légumes surgelés moins cher qu'il ne l'achetait il y a 10 ans, avec tout ce qu'on a connu. Et si je vais même un petit peu plus loin, je pousse le raisonnement en disant que c'est une équation économique qui est terrible, c'est que dans le même laps de temps, on pourrait se dire, ça peut faire partie des stratégies de se dire, je baisse les prix, je rends mon produit plus abordable et je vais chercher du volume. Or, dans le même laps de temps, c'est qu'on a abouti à une baisse des volumes consommés, tant sur les légumes surgelés et apertisés en France. Alors, hors effet Covid. C'est vrai que depuis 18 mois, on a eu une résurgence de la consommation sur nos produits, mais sur les 10 dernières années, la tendance était à une baisse de la consommation malgré la baisse des prix. Vous imaginez bien l'équation. Alors, la filière a été résiliente. Comment est-ce qu'on arrive à juguler à la fois des baisses de prix et des baisses de volume? Eh ben, on est clairement en mode défensif. C'est que tant les producteurs ont réussi à juguler cet aspect, parce que les rendements, très clairement, sur les 20-30 dernières années, les rendements agricoles s'amélioraient, ce qui permet de gommer une partie de la non-création de valeur ajoutée. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, avec les aléas climatiques, la transition agroécologique, si vous prenez par exemple le pois, qui est un des gros légumes de l'UNILET, eh bien, c'est plus le cas. Aujourd'hui, nous avons des baisses de rendement à l'hectare. Les industriels, de leur côté, ont également joué le jeu en rationalisant le parc industriel, ce qui fait que nous sommes passés de 93 usines à aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en introduction, 23 sites de production. Mais on arrive au bout, puisque si vous prêtez un œil sur les rendements haricots verts, vous voyez que la transition agroécologique et les aléas climatiques font que on n'est pas sur des produits, alors je ne vais pas parler du traiteur, je ne vais pas offenser mon ami Pascal, mais nous sommes très fortement dépendants de la nature puisque 100% des hectares emblavés sont des hectares, ce qu'on appelle de plein champ. Donc nous subissons les aléas climatiques. Et si vous regardez la courbe sur les haricots, vous voyez bien qu'il y a des campagnes qui se passent bien, des campagnes avec les rendements qui sont moins bien. Mais force est de constater qu'avec un parc industriel aujourd'hui qui est réduit, on va dire, pour absorber le minimum et essayer de saturer les sites au maximum, quand nous avons des campagnes, on va dire, plutôt surabondantes, le parc industriel n'est pas capable d'absorber ces excès de production. Ce qui fait qu'il peut arriver
de laisser des légumes, ce qu'on appelle des légumes dans les champs, parce que on n'a pas la capacité industrielle pour les passer. Et ça, en termes de productivité de la filière, vous imaginez bien que c'est terrible, sans compter l'aspect sociétal de laisser des produits dans les champs et puis pour les producteurs. Donc, on arrive au bout d'un système. Et le seul moyen de sortir de cette équation, c'est la création de valeur ajoutée. Parce que dans le même temps, nos produits sont plébiscités et que si nous n'arrivons pas à renverser cette tendance, il va se passer que on va perdre des producteurs parce que les producteurs ne voudront plus nous suivre, ne voudront plus emblaver pour les légumes destinés à la transformation. Et la conséquence de ça, puisque je rappelle que dans toutes les discussions qu'aujourd'hui nous entendons et dans le plan du gouvernement, la France, grande puissance agricole, n'est pas autosuffisante en termes de consommation de légumes surgelés et apertisés. Ça, il faut que vous l'ayez tous bien présent à l'esprit. Nous ne sommes pas autosuffisants sur la consommation de légumes surgelés et apertisés. Alors, quand on parle de souveraineté alimentaire, nous, on est parfait. Nous avons des excellents industriels, très reconnus, mais aujourd'hui, le contexte franco-français fait que nous ne sommes plus autosuffisants. Et malgré le fait, et c'est là le côté, je dirais, paradoxal de l'équation, et encore une fois, le but étant, on ne pourra pas avoir un bon plan d'action, je vais parler en langage un peu plus business ou de bonnes lois, si on ne pose pas correctement le diagnostic. Aujourd'hui, force est de constater, les consommateurs plébiscitent les légumes en conserve et surgelés. Le 21e siècle sera végétal. On a des produits qui sont faciles à se conserver, qui sont quelque part abordables, et vous voyez des taux de pénétration qui sont extrêmement élevés, avec 81% des Français qui consomment des légumes surgelés et 97% sur les légumes apertisés. Donc, les produits sont fortement plébiscités. Mais il manque un maillon, c'est cette création de valeur ajoutée. Alors, en tant qu'interprofession, on l'a très bien compris. Aujourd'hui, il y a tout un plan de filière qui a été mis en place, l'agroécologie, le développement, le bio, vous inquiétez pas, hein, tout ce que ce soit les producteurs, le monde agricole ou les transformateurs, on est tous parfaitement au courant de ce que cherchent les consommateurs. Donc, on a commencé à travailler et aujourd'hui, nous sommes plutôt en avance, et c'est ce qu'on vous avait présenté au mois de janvier, plutôt en avance sur notre plan de filière avec le développement des surfaces en bio, le développement de la certification environnementale. Aujourd'hui, 40% des exploitations françaises sont passées en certification environnementale. 5% des hectares aujourd'hui sont passés en culture biologique. L'origine France, fortement plébiscitée. Alors on a mis 800 références, mais maintenant on est, je pense, à plus de 1000 références qui portent le logo fruits et légumes de France. Et on veut même aller plus loin, puisque malgré le fait que nous ayons dans l'interprofession forcément des marques, des entreprises qui sont concurrentes, ben on a réussi à trouver un socle commun en disant le collectif est plus fort. Et donc, on engage d'ici, cette année, nous avons engagé la réflexion pour avoir une démarche de RSE. Mais, quelque part, et c'est l'objet de notre intervention, et c'est pour ça que je remercie Jérôme de nous avoir invités, c'est que, vous voyez, une filière qui est résiliente, vertueuse, dans un contexte qui est défavorable, aboutit à la destruction de valeur ajoutée. Et ça, c'est quand même terrible. Le constat est posé. Je ne dis pas qu'on a la solution. On a des idées, mais on ne pourra pas s'en sortir s'il n'y a pas une réflexion et quelque part le diagnostic qui est partagé de manière collective. Voilà. Merci. Merci Olivier. Effectivement, ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Juste une remarque, tu dis le 21e siècle sera végétal, j'espère qu'il ne sera pas que végétal, à la fois pour le goût, pour le plaisir et pour la santé. Un petit mot de l'actualité, donc pour revenir sur ces propos et cette présentation. Donc nous estimons que la proposition de loi Besson-Moreau qui est aujourd'hui à l'Assemblée nationale telle qu'elle est écrite aujourd'hui, et malgré les propositions d'amendements et d'amélioration d'amendements que le rapporteur lui-même a proposé avant-hier, je crois,
ne fera pas sauter le verrou de la distribution, et c'est bien là un de nos problèmes de revaloriser nos produits, de financer à la fois nos investissements, nos innovations, mais aussi la transition agroécologique. Très clairement, et c'est ce que je disais en introduction, nous revendiquons d'être le vrai visage de l'industrie alimentaire parce que nous sommes des PME, nous sommes dans les territoires et nous fonctionnons avec des valeurs ajoutées qui sont insuffisantes. Elles sont insuffisantes pour faire tout ce qu'on nous demande, en même temps que, comme l'illustrait parfaitement Olivier, nous n'avons pas la capacité à créer cette valeur dans la mesure où la distribution ne permet pas de répercuter nos hausses, et je dis la distribution, mais la restauration collective notamment, pour être dans la même veine. Donc nous partageons bien sûr l'ambition de Grégory Besson-Moreau et des députés pour améliorer le revenu des agriculteurs. C'est chez nous une constante, à la fois dans le légume, mais aussi dans le fruit, mais aussi dans le foie gras, mais aussi dans le poisson. Bref, c'est un travail que nous faisons de longue date. Par contre, nous estimons que cette proposition de loi est une mauvaise réponse à un vrai problème. Principalement parce qu'elle ne prend pas en compte et les spécificités et les enjeux des PME alimentaires françaises. Pourtant, comme je le disais aussi, nous sommes dans les territoires, nous investissons nos valeurs ajoutées localement, que ce soit à travers nos investissements directs ou que ce soit à travers nos salariés qui résident autour de nos usines. Et c'est bien là le paradoxe ou le problème, c'est que nous pouvons être un vrai relais de croissance pour les territoires, pour la création d'emplois, pour l'aménagement du territoire, pour le maintien des savoir-faire sur les territoires, puisque nos usines utilisent un certain nombre de sous-traitants, que ce soit des électromécaniciens, que ce soit des agents de maintenance, que ce soit des gens qui travaillent à la qualité ou à la sécurité de nos sites. Et ces savoir-faire disparaîtront si nous disparaissons aussi. Elle fait peser donc cette proposition de loi une des contraintes sur la transformation. Répercuter les coûts, bien évidemment, c'est une obsession chez nous. Et puis, améliorer la répartition des valeurs ajoutées entre les différents maillons de la filière, que ce soit les agriculteurs, les transformateurs, mais aussi des distributeurs, mais le tout dans un cercle vertueux et avec une construction du prix qui va de l'amont jusqu'au dernier maillon de la chaîne, c'est-à-dire le consommateur. Autrement dit, nous avons aujourd'hui un contexte dans lequel l'inflation ou l'augmentation, le pouvoir d'achat et l'obsession du gouvernement et notamment du ministère de l'économie et des finances. Néanmoins, il est clair que quand je prends l'augmentation que serait la capacité de répercuter nos coûts sur une boîte de petits pois, on va se situer entre 1 et 2 centimes à l'unité de vente consommateur. On appelle ça de l'inflation, ou en tout cas on nous dit que c'est de l'inflation. Par contre, quand on va prendre tous la 5G qui arrive, ce sera pas de l'inflation. Et pourtant, je ne pense pas que nous paierons la 5G au même prix que ce que nous payons aujourd'hui la 4G ou la 3G pour certains. Donc, il y a là 2 poids 2 mesures et à mon avis un problème de choix de société entre est-ce que on veut une alimentation saine, durable, accessible à tous et néanmoins créatrice de valeur, ou est-ce que on préfère de la 5G ou des tablettes toujours plus performantes. Il me semble qu'il y a là 2 poids 2 mesures et un vrai problème de choix de société qu'il faut trancher. Voilà pour le chapeau. Alors nos propositions, puisque on va pas critiquer sans proposer, ce serait pas normal, et il est vrai que nous avons aussi à participer à ce débat. Donc nos propositions, elles sont finalement assez peu différentes de celles qu'on peut entendre à droite et à gauche. Cela dit, vous avez vu que nous les avons illustrées et qu'elles s'appuient sur une représentativité de nos industries dans les territoires qui est à mon avis, à notre avis, une solution à un certain nombre de problématiques de désertification régionale. Donc, premièrement, permettre aux transformateurs de répercuter des hausses de coûts et
les hausses et les baisses de coûts, des matières premières agricoles et des emballages dans leur prix de cession. Mettre en œuvre la non-négociabilité du tarif et la redéfinition du seuil de revente à perte. On pourra développer ce point-là si vous le souhaitez. Prendre en compte les difficultés d'application des dispositions de la proposition de loi dans son état actuel sur les produits alimentaires assemblés. Je pense notamment aux produits qui sont composés de multiples matières premières. Le ministère de l'Agriculture avait pris l'exemple de la pizza. Ils avaient mis 4 ingrédients dans la pizza. En général, il y a 12 ingrédients dans une pizza. Donc, s'il faut aller mettre le prix de l'anchois et celui de l'olive, on n'a pas fini. Pendant ce temps-là, la concurrence internationale, qu'elle soit allemande, qu'elle soit espagnole, qui est déjà présente sur le sol français, va vendre des pizzas pendant que nous, on sera en train d'écrire nos prix d'achat. Pour les donner d'ailleurs en lecture à nos clients qui, bien évidemment, nous challengeons en disant « mais ton confrère, là, lui, il achète moins cher que toi, donc ça veut dire que t'es pas bon, que t'achètes mal ». Donc on part sur des discussions qui n'en finiront pas. J'ajoute aussi que dans nos métiers, la part de la matière première agricole pèse entre 60 et 80% de prix de revient. Donc dès lors que la négociation portera sur autre chose que la matière première agricole, qu'est-ce qui va nous rester? Je crois que là, on a un vrai problème. Nous avons fait aussi donc concrètement des propositions dans le cadre de cette PPL à travers des amendements qui ont été portés par un certain nombre de députés. Donc apporter des précisions sur la notion de matière première agricole. Est-ce qu'on parle de la farine ou est-ce qu'on parle du blé? Est-ce qu'on parle du cochon ou est-ce qu'on parle du jambon? Bien sûr. Prendre en compte dans la formation des prix les investissements des entreprises et des exploitations agricoles dans la transition agroécologique et plus largement dans la responsabilité sociétale des entreprises dans laquelle nous sommes tous engagés. Alors, que ce soit de manière processée, que ce soit de manière concrète, nous sommes engagés dans cette transition agroécologique. Beaucoup de nos entreprises, dans beaucoup de nos entreprises, le patron connaît tous ses salariés. Si c'est pas tous ses salariés, c'est 80%. Donc de la RSE, il en fait au day-to-day pour bien évidemment améliorer et la qualité de son produit et le bien-être au travail de ses salariés et le rayonnement de l'entreprise à l'échelle territoriale. Voilà pour nos propositions. On va répondre aux questions après. Juste un mot avant pour vous dire que dès lors que nous avions, il y a 6 mois, prévu cette conférence de presse, de la même manière, nous allons travailler à un plan qui sera baptisé Ambition 2025 pour relancer les entreprises agroalimentaires françaises et essayer de faire valoir cette excellence dont je parlais tout à l'heure, que le monde entier connaît, mais qu'en France, on néglige, alors que, vous l'avez vu, c'est un gisement d'emploi, c'est une fierté pour la France. Nous puisons aussi dans des traditions culinaires et gastronomiques ancestrales. C'est, à mon avis, du gâchis de laisser l'industrie alimentaire, et notamment les PME françaises, se déliter telle que elle se délite. Voilà, nous réitérons notre demande d'être intégrés aux instances de concertation avec les pouvoirs publics pour porter ce point de vue qui n'est pas celui des autres. Et puis, nous nous tournons d'ores et déjà vers l'avenir pour faciliter la prise en compte des demandes de nos entreprises adhérentes. Nous vous présenterons notre plan Ambition 2025 en faveur de l'agroalimentaire en début d'année 2022. Et j'espère que nous aurons le plaisir de vous retrouver à cette date en présentiel. Je crois que Pascal a envie de parler. Oui, j'ai une envie forte. On a présenté ce baromètre d'une façon très positive avec des points d'inquiétude et puis des points d'optimisme. C'est difficile de garder son optimisme, ses capacités d'investissement et on le voit avec ce baromètre qui est vraiment en temps réel, hein, quasiment, tout en ayant ces contraintes dont on vient de parler avec Olivier, avec Jérôme. Et pour avoir interrogé, vu
participer avec nos différents adhérents, étant moi-même un adhérent, je pense que c'est une vraie contrainte, celle de l'international que tu as cité également. La compétitivité de l'agroalimentaire français hors de nos frontières ne peut pas être annihilée par une distorsion de concurrence. Nous sommes régis par des lois, les lois de la concurrence en France, dans nos propres territoires, mais aussi en Europe. Et je pense que l'ADEPAL, avec ces éléments de baromètre, et je vais rester moi uniquement sur la partie baromètre, c'est doté d'un outil qui va nous permettre de piloter et en même temps savoir comment on fait quand on a 400% de hausse du fret maritime, des conteneurs qu'on a ou qu'on n'a pas d'ailleurs. Comment on fait pour avoir des hausses sur l'énergie qu'on ne peut pas compenser, sur les matières premières comme le plastique, le métal, le carton, d'avoir des problèmes de campagne météo. C'est vraiment dans ce baromètre la traduction de ce que vivent les entrepreneurs français, TPE, PME, ETI, au quotidien. Et on voulait vraiment, au travers de ce point d'actualité, et je parle que de ce point-là, dire à ceux qui sont en train de débattre aujourd'hui, hein, tu l'as dit, et par la voix de Jérôme et de l'ADEPAL, qu'il faut nous écouter et il faut surtout ne pas hésiter à nous consulter encore plus. C'était la fin de l'intervention. Et je pense que nous serons tous là pour donner les bonnes réponses à un vrai problème. Nous. Merci Pascal. C'était un cri du cœur. Oui. Vous l'avez compris. Eh bien, écoutez, si vous en êtes d'accord, on passe aux questions. Je crois qu'il y en a dans la salle. Voilà. Bonjour, Gérard Lepuis, l'humanité.fr. Moi, j'aimerais savoir, à partir d'un ou deux exemples concrets, comment fonctionnent les pénalités logistiques et combien ça peut coûter à une entreprise, par exemple. On est plein à pouvoir vous répondre. Je vais commencer parce que j'étais chaud en plus. Et la question est très très bonne. D'abord, c'est régi en fait par les CGV, hein, les conditions générales de vente, où on s'engage réciproquement dans un contrat biparti, voire triparti dans certains cas. Et donc il faut respecter ce qu'on dit, il faut dire ce qu'on va faire, il faut faire ce qu'on a dit. Bon, sauf quand vous avez une crise, comme on vient de vivre un confinement important, vous avez forcément des impondérables imprévus dans les CGV. Personne n'a marqué dans les CGV crise. Enfin, en tout cas, pas de cet ordre-là. Et donc, le but, c'est de pouvoir travailler de concert sur les bases qui sont fixées dans les CGV pour pouvoir anticiper, échanger, négocier, bien sûr, ça fait partie d'une négociation, en étant d'une part intelligent dans la demande, puis intelligent dans la réponse. On est co-responsable dans ces pénalités. Elles sont basées sur des indices, des indicateurs, des pourcentages qui sont connus au départ, mais elles peuvent aussi se trouver être des pénalités envoyées de façon unilatérale, que si vous ne payez pas, on ne vous commande plus rien. Alors que c'est pas, je veux dire, c'est pas légal au sens stricto sensus. Et donc, il faut après entamer des palabres qui, en fait, aboutissent à quoi? On paye, voire on négocie des prix à la baisse. Ce qui est dans nos entreprises des points qui sont durs à supporter, financièrement, j'entends. Hein. Jérôme, tu complètes. Oui, je vais juste compléter. Je ne sais pas si Olivier, tu veux dire un mot avant? En fait, effectivement, ce que disait Pascal, c'est que on s'engage sur un taux de service, concrètement une entreprise. Ce qu'attend la distribution, c'est un taux de service de manière commune dans le business, c'est 98,5% de taux de service. Sauf que quand vous avez ne serait-ce qu'une pandémie, le 16 mars 2020, la GMS c'est plus 30%, la RHF moins 80%. Ça, il n'y a personne qui pouvait le prévoir. Et dans le cadre de l'interprofession Unilette, on produit une fois par an. Hein, c'est que si on fait plus 30%, une fois que la récolte de haricots verts au petit pois est passée, on est incapable de gommer ça. Donc concrètement, c'est que quand vous n'êtes pas au rendez-vous sur le taux de service sur lequel vous êtes engagé contractuellement dans les conditions générales de vente, ben, vous avez des pénalités qui arrivent. Alors ça, c'est l'aspect. Mais ce qu'il faut aussi avoir présent à l'esprit, c'est que le taux de service ou la logistique dans la distribution, c'est un centre de profit. C'est une manière d'aller chercher de la marge, alors en jouant de manière plus ou moins artificielle.
mais c'est une réalité avec laquelle on doit faire aujourd'hui et que les entreprises en face doivent se muscler avec des services d'administration des ventes, justement, pour être capables, justement, comme le disait Pascal, d'aller argumenter et justifier que on était. Mais ça prend énormément de temps. Et de moyens. Et on pourrait peut-être compléter en disant que ce qu'on a vu arriver sur cette année 2021, je parle de 2021 et pas de 2020, c'est maintenant des frais de dossier de pénalité. Alors, c'est des petites sommes, hein, c'est insidieux, hein, ça peut être 10 euros, 15 euros. Le problème, c'est que quand vous êtes une PME, vous n'avez pas les moyens de traiter ça, vous n'avez pas le personnel pour faire ça. Donc, du coup, tout ça vient au fil de l'eau et puis multiplié par le nombre de fournisseurs, ça finit par faire des sommes colossales avec un cas. Il y avait eu une atténuation de cet effet-là pendant la crise parce que le gouvernement est intervenu pour modérer. Il y avait eu une demande forte de faire un moratoire sur les pénalités logistiques jusqu'à la fin de l'année 2020. Et d'un seul coup, on a l'impression qu'il y a un robinet qui s'est ouvert. Donc les entreprises, vous l'avez vu dans le panorama, constatent une recrudescence de ces demandes. Donc on alerte sur le fait que c'est en train de repartir. Attention, c'est une alerte vécue par les entreprises de façon différente d'ailleurs, en fonction des produits, des métiers, etc. Donc c'est notre but aussi de tirer un petit peu cette sonnette d'alarme. Autre question ? Olivier Dauvert, j'ai 3 questions, une de forme, une d'actu et une de fond. La question de forme, est-ce que l'agro ne souffre pas de sa désunion aujourd'hui dans l'expression de vos positions? Parce que factuellement, vous êtes en gros les grands perdants de la PPL. Si on le regarde à froid, c'est vous qui vous faites baiser pour la faire court. À date, j'entends bien. Mais donc, question de forme, est-ce que finalement, il ne manque pas une vraie voix de l'agro parce que vous êtes éclatés, ça part, vous rentrez les uns chez les autres. Enfin, on ne sait plus qui parle au nom de l'agro. Deuxième question sur l'actu. Est-ce que finalement, vous ne réclamez pas un retour à la loi Galan? Quand je lis non-négociabilité du tarif, est-ce que ça veut dire que cette époque-là, elle vous allait? La question est super simple, c'est est-ce que ça t'allait, oui ou non, ce cadre législatif? Et la troisième qui me semble être la plus importante, c'est une question de fond, c'est vous vous plaignez, et à aucun moment je n'ai entendu, notamment dans la bouche d'Olivier sur la baisse du prix de vente des légumes, d'introspection sur, mais a priori, si sur le temps long, le prix kilo baisse, c'est qu'a priori, le client, c'est à ce niveau-là qu'il vous met. Et est-ce qu'il n'y a peut-être pas une réflexion à faire sur comment on crée de la valeur, nous, avant d'aller demander aux autres qui ne la détruisent pas? Parce que je vous rappelle quand même que quand vous regardez les évolutions valeur-volume, tout marché du PGC depuis 15 ans, chaque année sans exception, je ne parle pas de l'année Covid, évidemment, trop particulière, l'évolution en valeur est supérieure à l'évolution en volume. Ce qui veut quand même dire que le prix kilo de ce que les Français mettent dans leur chariot progresse. Pas de bol, c'est pas pour les légumes. Mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être un peu d'introspection à faire? Merci Olivier. Voilà 3 questions intéressantes. Je laisserai peut-être la parole à Olivier pour reparler marketing notamment et création de valeur. Sur la représentation de l'industrie alimentaire, nous estimons vous savez comme moi que l'industrie alimentaire aujourd'hui, c'est de l'ordre de 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont à peu près la moitié est fait par 25 grands groupes, peut-être 30, et l'autre moitié par des PME, des ETI et des TPE que nous revendiquons de représenter. Les valeurs ajoutées de ces grands groupes, qui en règle générale sont sur des filières qui d'ailleurs ne sont pas touchées par la PPL Besson-Moreau, que ce soit le cacao, que ce soit le thé, que ce soit le café, que ce soit les eaux minérales. L'ensemble de ces grandes filières ne sont pas touchées et sont sur des valeurs ajoutées qui sont nettement supérieures à nous. Il est clair que nous n'avons pas les mêmes problématiques que ces gens-là. Pour eux, la France est un marché. Pour nous, la France n'est pas un marché, la France est le pays dans lequel nous avons grandi et le pays que nous voulons voir sortir par le haut de la problématique dans laquelle nous sommes.
Donc, nous estimons, peut-être à tort, mais il me semble que c'est le bon curseur, nous estimons que c'est pas parce que ça s'ingère que c'est de l'alimentation, d'abord, et deuxièmement, que nos problématiques sont très différentes des entreprises internationales, notamment, qui sont worldwide et qui sponsorisent l'Euro, la Coupe du Monde de rugby, je ne sais quelle grande manifestation internationale, alors que nous, c'est plutôt le club de rugby, le club de foot, les relations avec une école, les relations avec une université locale, qui sont, à mon sens, le vrai visage de l'industrie alimentaire en France, transformateur en France, et cherchant à valoriser les produits de l'agriculture française. Voilà pour la première réponse. Est-ce que ça vous convient? Ok. Si la question c'est, il y a les petits, les gros, ben, des petits ou des moyens, il y en a à l'ILEC. Ouais. Le groupe MOM, c'est un moyen. Vous en avez à l'ANIA, vous en avez à la FEF, vous en avez chez vous. C'est juste une question de méthode dans l'expression de vos revendications, sans contester qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est qui parle au nom de l'agro? Notre revendication à nous, et vous citiez un de nos confrères, la FEF, vous savez comme moi que la FEF a des statuts qui font que ce sont uniquement des entreprises privées, que le dirigeant doit être au capital, que la FEF s'occupe essentiellement de relations industrie-commerce et de relations avec la distribution, alors que, et c'est aussi la raison de la présence d'Olivier ici, nos syndicats, eux, sont composés d'adhérents qui sont coopératifs, privés, voire artisanaux, que nous sommes participants et parties prenantes dans un certain nombre d'interprofessions, donc avec des liens avec l'amont agricole qui sont des liens ancestraux. On a parlé de 1945, c'est pas d'hier. Et que nous revendiquons de parler aussi de problèmes de transition agroécologique, de relations avec Citeo, de relations avec les conventions collectives. Nous gérons une convention collective. Donc notre spectre est beaucoup plus large que celui de la FEF que vous citiez par exemple. Vous citiez ensuite l'ILEC. L'ILEC représente les marques. C'est la commission industrie-commerce de l'ANIA, on est tous d'accord là-dessus. Nous sommes des fabricants de marques de distributeurs. Nous ne sommes pas des fabricants de marques, que des fabricants de marques. Nous sommes aussi des fabricants de marques de distributeurs qui pèsent de l'ordre de 30% de marché sur la plupart des marchés aujourd'hui existants. Donc voilà pour la représentation et la représentativité que nous revendiquons. Pour ce qui concerne votre deuxième question que j'ai oubliée. Ah, la loi Galland. Alors, sans parler d'un retour à la loi Galland qui me paraît un peu désuet, nous estimons que le système qui fonctionnait avec des marges arrière et qui permettait et à l'industriel et au distributeur de sécuriser une partie de sa marge était plus vertueux que le système dans lequel nous sommes. Il est plus vertueux a fortiori parce que il permettrait aussi, par le biais de la sécurisation d'une partie de nos marges et de la sécurisation d'une partie des marges des distributeurs, de sécuriser les marges des agriculteurs. Et créerait mécaniquement de l'inflation, mais nous revendiquons le fait que cette inflation sera relative, c'est un terme économique, alors que la vraie inflation aujourd'hui est portée par toutes les dépenses contraintes que nous avons les uns les autres, que ce soit le téléphone portable, que ce soit Internet, que ce soit, que sais-je encore, les assurances ou d'autres dépenses contraintes sur lesquelles nous n'avons aucun levier. Moi, il me semble, quand je prends l'autoroute, je découvre que le prix a augmenté, personne ne m'a demandé mon avis. Elle est là, l'inflation. L'alimentation, aujourd'hui, c'est 10 à 12% du budget des ménages. Dès lors que sur les produits alimentaires ou de l'alimentation au quotidien, il y aurait un peu d'inflation, c'est pas ça qui va faire exploser l'inflation à l'échelle nationale. Quant au dernier point qui parle de nos problématiques marketing, et je vois bien où nous allons. Je passe la parole à Olivier.
Non, mais vous avez tout à fait un point. De toute façon, c'est pour ça que j'ai bien insisté dans mon propos de dire que la création de valeur ajoutée, il n'y a pas une captation de la valeur ajoutée par un des acteurs de la filière. Mais qu'aujourd'hui, la valeur ajoutée qui peut être créée, je pense qu'on se trompe de combat, je vais être très clair. Aujourd'hui, le consommateur, il veut du produit plus simple, il veut du produit du sans résidu de pesticides, il veut du bio. Et quand on entend de manière démagogique certains distributeurs, alors on sait très bien qu'il y a un aspect de marketing, dire qu'on vendra le bio au prix du conventionnel, quelque part, on envoie un mauvais message aux producteurs. Parce que l'innovation aujourd'hui, on a des entreprises qui sont fortes, qui réussissent. Je dirais que le drame aujourd'hui du secteur, j'ai bien parlé de l'écosystème français, c'est qu'on a un maillon qui est pas non plus en excellente santé, la distribution française. Moi, j'ai vu la distribution française et très clairement à l'international et je me suis servi de la distribution française à l'international pour exporter mes produits il y a de nombreuses années, mais j'ai aussi également vu la distribution française se rétracter et sortir du marché français. À l'inverse, aujourd'hui, nos industriels agroalimentaires réussissent plutôt pas mal à l'international. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai savoir-faire, comme le disait Jérôme Foucault, qui est reconnu à l'international, mais qui ne permet pas suffisamment de capter de valeur ajoutée sur le marché français. Donc, aujourd'hui, ça passe par l'innovation, l'agroécologie, c'est pour ça qu'on y va à fond là-dessus. Maintenant, c'est que c'est ce système de guerre des prix, je pense, qui détruit de la valeur ajoutée. Le consommateur, très concrètement, vous avez vu les valeurs, les prix de vente consommateur d'un légume surgelé. Honnêtement, vous mettez 2-3 centimes de plus dans le budget d'une famille pour acheter 2-3 centimes. Je peux vous assurer que ça change la couleur du compte d'exploitation des industriels. Et du coup, ça lance une dynamique d'innovation parce que quand on regarde un petit peu ce qui se passe en dehors du marché français, en Europe ou ailleurs, vous voyez le prix de vente consommateur au kilo, d'un kilo de haricots verts, par exemple, c'est un benchmark qu'on utilise régulièrement, c'est vendu plus cher, même sur des pays a fortiori qui auraient un pouvoir d'achat moins élevé. Je pense à l'Espagne, par exemple, on pourrait se dire, je peux vous assurer que les produits surgelés sont mieux valorisés en Espagne qu'en France. Donc, je pense que c'est un dommage collatéral du système ou de l'équation de la situation dans laquelle se trouve la distribution française où on se base sur la guerre des prix. Mais la création de valeur ajoutée, elle commence pas là. Mais ça n'empêche pas que, effectivement, après, chaque entreprise a sa stratégie. Ce qui n'est pas non plus la création de valeur ajoutée, c'est que sur certains secteurs d'activité, je pense par exemple sur le légume surgelé, 80% du volume est fait au-dessous de la MDD. Donc, quelque part, comment l'industriel seul peut ramener de la création de valeur ajoutée s'il n'y a pas une alliance aussi forte ou une volonté conjointe avec le distributeur d'aller capter la valeur ajoutée par de l'innovation, par de l'agroécologie. Donc, c'est pour ça qu'il manque un maillon. Ou la restauration, de la même façon, absolument. Ou la restauration. En France, c'est 50-50 entre la restauration et effectivement, c'est ce que je n'ai pas dit. Oui, Olivier, toujours les questions très pertinentes, comme beaucoup. Il y a un point qu'on a cité qui est très clair. Nous ne sommes pas en désaccord du tout avec l'idée originelle de cette PPL, qui était la revalorisation, l'aide au maintien, voire l'augmentation du revenu agricole. On est tous des entreprises. Toutes les entreprises sont proches de leur amont agricole, à travers leur filière, voire même pilotent leur amont agricole, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on partage. Sauf que comme le gouvernement voulait rééquilibrer les rapports de force entre les maillons de la filière, c'est pas en supprimant un, en en sacrifiant un, qu'on améliore la filière. Et on a un peu cette impression-là, ça a été dit, qu'on est un peu sacrifié sur le schéma. On a disparu. Les transformateurs intermédiaires entre la production agricole, l'amont agricole et la distribution a disparu. On nous retrouve nulle part. Donc, effectivement, on se raccroche à des choses qu'on connaît. On a parlé du SRP, on a parlé des marges arrière, on a parlé des pénalités logistiques, on a parlé… OK, mais au bout, après, on en fait quoi? On les a constatées, elles sont réelles, hein, voilà. Et comment on peut les répercuter, les partager? Des expériences très valorisantes ont été faites encore l'année dernière et l'année d'avant sur le partage. Une augmentation des prix d'achat à l'amont agricole, très identifiée, la transparence avec la distribution, et donc ce qui impliquait une hausse de prix. En gros, je vous prends un exemple qui n'est pas à retenir en tant que pourcentage, 5-6% de hausse de l'achat agricole,
ne donnait même pas 1% de hausse au prix de vente. C'était bien moins que ça, c'était 0, quelque chose. Tout le monde n'a pas voulu en entendre parler. Quelle est la motivation derrière tout ça? Le transformateur, ben, il a tout intérêt à fidéliser sa filière, ses approvisionnements, la qualité, d'acheter du français, c'est ce qui est recherché. Et en plus, on est dans nos territoires. Mais si on n'a pas la possibilité après de répercuter quelque chose, je pense que c'est le défaut de ce système, et c'est ce contre quoi on se bat, où on décrit les affres et les conséquences. Voilà. Juste un mot que j'ajouterais quand même, c'est que le rapport de l'Observatoire des prix et des marges publié récemment montre clairement que la distribution a amélioré ses résultats, tandis que l'industrie a été le grand perdant du système. Donc, effectivement, il n'y a pas eu de captation de valeur ajoutée par un acteur, si on regarde peut-être sur 10 ans. Enfin, dans l'actualité récente, c'est ça qui prédomine. Bonjour, donc Laurent Bénard de RIA. Juste, je vais sortir un peu du débat sur les prix et les marges, en fait. Il y a aussi une crise en ce moment technique, si je puis dire, oxyde d'éthylène. Je pense que vos produits sont également touchés pour partie. Je crois qu'il y a des différences de mise en œuvre entre la France, l'Allemagne et d'autres pays européens. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Et peut-être, je crois que ça a un impact fort sur les entreprises agroalimentaires. Alors, je vais peut-être passer la parole à Karima Kassi, qui est directrice générale adjointe de la DEPAL et qui suit ce dossier comme le lait sur le feu. Et depuis son origine, ça y est, on a réussi à faire l'unité autour de ce sujet, mais ça a été long. Karima? Oui, effectivement, il y a une crise en cours. Ah oui, allez-vous. Oui. Pardon. Non, c'est bon. Peut-être, oui, ce qu'on peut dire, c'est que sur cette crise en cours, l'ensemble de l'industrie alimentaire est mobilisé aux côtés des autorités depuis le début de cette crise pour améliorer les contrôles et se mobiliser et faire les retraits-rappels qui ont été mis en œuvre par rapport à ce qu'a décidé la Commission européenne sur un rappel de précaution. Et donc, ça a été fait par les entreprises. La France a appliqué ces mesures de rappel de précaution très largement en France. Après, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut constater qu'au niveau de l'Europe, les mesures ne sont pas faites de la même façon dans chaque État membre. Et donc, on suit de près cette discussion avec les autorités françaises sur la manière dont la Commission européenne applique les mesures de gestion harmonisées dans toute l'Europe. Aujourd'hui, la France applique le principe de précaution. Ça veut dire qu'elle va rappeler au-delà, même si les produits n'ont pas de problème pour la sécurité du consommateur, la France fait un rappel de précaution très largement. C'est pour ça qu'en France, on a de nombreuses références qui sont rappelées, même si elles n'ont pas de problème de sécurité pour le consommateur. Le principe précédent de proportionnalité n'a pas été mis en œuvre de la même façon que précédemment. C'est ça. Puisqu'avant, il y avait de la proportionnalité. On ne rappelait pas tout. Quand on décelait une identification de la problématique, on essayait de cerner la problématique, d'étendre un peu plus large, mais on ne disait pas, alors, toute la catégorie, vous rapatriez. D'ailleurs, je crois, Karima, qu'il y a des avancées hier soir. Peut-être encore un petit peu plus. On a écho que la Commission européenne est en train de réfléchir justement avec une réunion des États membres pour discuter de la manière dont les États membres ont mis en œuvre au niveau européen ce principe de précaution, puisque il faut effectivement de la proportionnalité dans cette gestion de crise pour qu'on ait une harmonisation des mesures de gestion. Et votre intuition est la bonne, Monsieur Bénard. Effectivement, pendant que nous on retire les produits, eh bien, d'autres produits prennent leur place et sont fabriqués dans d'autres pays européens, par exemple. Et par rapport à la question tout à l'heure sur l'unité de l'agroalimentaire, c'est un des sujets sur lequel la DEPAL a invité l'ensemble des fédérations, y compris l'ANIA, à participer ensemble, côte à côte, pour
pour la défense de nos entreprises. Parce que les préjudices sont quand même énormes au point de vue. Les préjudices sont énormes au point de vue financier. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros de préjudices pour nos entreprises. Alors, bien entendu, la priorité, c'est la santé et la sécurité du consommateur. Il faut toujours le rappeler, il ne faut jamais l'oublier. Mais néanmoins, l'ensemble des fédérations et l'ensemble des métiers sont concernés par cette application, je dirais, très stricte en France par rapport aux autres pays européens. Et on demande à ce que vraiment ces mesures soient harmonisées réellement au niveau européen. Et on a bon espoir parce que l'administration française écoute aujourd'hui cette position de l'ensemble des fédérations et des entreprises françaises. Et donc, je pense que nous sommes dans une partie qui va se régler, mais toujours et constamment dans le souci du respect de la santé du consommateur. Il ne faut jamais oublier ça. Merci. Bonjour, question. Oui, Olivier Masbou. Attends, Olivier. Pardon. Olivier Masbou pour l'agence de presse Socopac. Vous avez terminé votre intervention sur la question de la représentativité. J'avais compris que votre adhésion à la CPME et la création d'un collège alimentaire au sein de la CPME devait régler ce sujet. Ce n'est pas encore le cas? Question, tu prends? Alors, fonctionne? Oui. Donc, Christian Divin, directeur général de la DEPAL. Donc, en effet, nous avons adhéré à la CPME et nous sommes en train de travailler avec l'ensemble des fédérations adhérentes à la CPME à une plateforme commune pour mettre en place ce qu'on va intituler officiellement la CPME production alimentaire, puisque au sein de la CPME, il y a d'autres métiers alimentaires que la production. Il y a des restaurants, il y a des cafés, il y a des distributeurs, en particulier toutes les personnes franchisées des grands distributeurs. Et donc, nous créons une production alimentaire et dans quelques semaines, nous ferons au niveau de la CPME certainement une conférence de presse pour lancer avec les fédérations qui y adhèrent ce nouvel appui à nos entreprises. Et c'est important pour nous que la CPME, qui est une confédération, qui donc est à un niveau équivalent à celui du MEDEF, bien entendu, puisse nous apporter son appui tant sur les questions sociales qu'on a évoquées tout à l'heure avec les conventions qui sont importantes, que sur les questions économiques, où ils ont d'excellents connexions et dont ils nous apportent la vision. Par exemple, on parlait des matières premières tout à l'heure dans la discussion. Vous avez dû voir passer des communiqués de presse sur les augmentations des matières premières industrielles où on parle du bois, on parle de l'acier, on parle de l'aluminium qui sont communs à toute l'industrie française. Et donc, on se retrouve parfaitement dans cette problématique et dans cette discussion. Voilà. Mais est-ce que ça va rendre votre représentativité automatique grâce à la représentativité de la CPME? Le fait d'adhérer à la CPME nous donne accès d'ores et déjà à un certain nombre de représentativité au niveau gouvernemental, puisque la CPME est représentée dans un certain nombre d'instances. On parle par exemple à l'instance de gestion des organismes d'éco-contribution, entre autres là-dessus. Il y a encore des domaines sur lesquels la CPME n'avait pas travaillé. Je pense par exemple au Conseil national de l'alimentation, je pense au comité de suivi des relations commerciales, à la CEPC, sur lequel l'absence jusqu'ici d'une branche production alimentaire à la CPME n'avait pas permis à la CPME d'être reconnue par les pouvoirs publics. La demande portée par le président de la CPME, François Asselin, et son délégué général, Jean-Hugues Duménil, va dans le sens de demander aux pouvoirs publics, du fait de l'introduction de cette nouvelle section, une reconnaissance au niveau des pouvoirs publics et du gouvernement, qui du reste est écouté avec attention, puisque la CPME est écoutée des pouvoirs publics en tant que telle. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci. Et bien évidemment, cette plateforme a vocation à s'élargir. Oui, Arnaud? Oui, j'ai Sylvie Caria des marchés qui pose une question qui va d'ailleurs s'adresser plutôt au président de l'UNILET et qui concerne la souveraineté en légumes. Sylvie nous dit que certains légumes se cultivent forcément à l'étranger. Quelle serait la part de consommation qui pourrait être rapatriée? Alors, c'est tout à fait pertinent. Même si on parle de réchauffement climatique, il faudra encore quelques années avant de cultiver du poivron en Bretagne.
Donc oui, c'est un fait. On sera jamais complètement autosuffisant de par les changements des pratiques agriculturales. Maintenant, j'ai pas de données précises par rapport à. On pourrait regarder au niveau du lunette. Je ne sais pas si Cécile, vous avez des informations. Moi, j'ai pas de chiffres précis en tout cas à communiquer. Mais c'est un fait que de toute façon, il y aura toujours des légumes qui seront importés, notamment tout ce qui est légumes méditerranéens, même si on commence à avoir des tentatives justement parce que l'origine France aujourd'hui est vraiment quelque chose de plébiscité par les consommateurs, et ce qui fait que on commence à voir, notamment dans le sud de la France, des tentatives pour cultiver des légumes, on va dire, à tendance méditerranéenne, destinés à la transformation. D'ailleurs, à cet égard, on pourrait peut-être citer l'exemple de la tomate, la tomate d'industrie, qui en France aujourd'hui pèse 180 000 tonnes par an, je crois, alors que l'Italie et l'Espagne sont respectivement à 2 500 000 tonnes chacune. C'est un chiffre qui a été divisé par 10 sur les 20 dernières années. Alors bien sûr, la tomate italienne, ça a une vraie légitimité. Par contre, je ne pense pas que la tomate française soit moins légitime que la tomate espagnole. Voilà des travaux sur lesquels nous travaillons au sein de la Sonito, qui est une interprofession dans laquelle nos syndicats sont adhérents. Donc il y a là aussi des facteurs d'espérance. Dès lors que nous pouvons répercuter les surcoûts à l'aval. Une autre question, ou plutôt une confirmation. J'ai Jean-Luc Giquel qui nous demande de confirmer les chiffres qui ont été cités tout à l'heure par Jérôme Foucault. Le CA Alimentaire France est de 200 milliards d'euros. La moitié est réalisée par 30 multinationales ou grands groupes, l'autre moitié par des PME. Est-ce que c'est bien ça? C'est à peu près ça, oui. Alors, le 200 milliards d'euros est pas tout à fait. Je crois que les chiffres du ministère de l'Agriculture, c'est 213 milliards d'euros, dont 45 milliards d'euros de produits importés, ce qui donne un petit 180 pour ce qui est fabriqué en France. D'autres questions? Oui. Bonjour, Olivia Destroyat du Figaro. Une précision sur vos difficultés d'approvisionnement sur les matières premières, notamment industrielles. Est-ce qu'il y a un risque de pénurie, comme on a pu les connaître il y a quelques mois, sur les emballages? Merci. Écoutez, à ce stade, il n'y a pas de risque de pénurie identifié. Néanmoins, comme le mentionnait Pascal, et comme on le disait tout à l'heure, la Chine avale 50% des matières premières mondiales à l'heure actuelle, avec des engorgements dans ces ports qui ont été relatés d'ailleurs dans un certain nombre d'articles devant journaux. Donc on surveille ça comme le lait sur le feu, avec, je crois, plusieurs centaines de bateaux qui attendent, de porte-containers qui attendent dans les ports chinois pour pouvoir débarquer parce qu'il n'y a pas de place. Donc tout ça crée des engorgements qui pourraient générer des pénuries ponctuelles, mais ce ne seront pas des pénuries, a priori, ce ne seront pas des pénuries de longue durée, mais des pénuries conjoncturelles liées à des problématiques d'engorgement. Pascal, tu voulais ajouter? Oui, compléter sur le fait qu'en dehors de la matière première, effectivement, qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu, c'est évident, il y a aussi toute la partie, j'en prends qu'un exemple, électronique. Une petite puce électronique peut vous mettre une ligne de production à plat, et si vous n'avez rien pour la remplacer, votre ligne ne tourne plus. Et comme les légumes ont la fâcheuse habitude de pousser à un seul moment de la même façon, bah, si vous n'êtes pas prêt à ce moment-là, vous créez un manque. Alors, c'est pas partout pareil au même moment, mais c'est une vraie contrainte, comme on le voit dans d'autres métiers. On a vu les voitures il n'y a pas très longtemps, des problématiques. Avant, c'était les ventes, maintenant, c'est la production. Donc, effectivement, les effets induits de ces problèmes de pénurie de pièces, d'électronique qui viennent de produits, enfin de pays plutôt Asie et son environnement, sont des problématiques que l'on surveille, comme le SAV. Les gens ayant investi pas mal dans des matériaux performants pour essayer de gagner en productivité et puis de répondre à la pression sur les prix, ont aussi fait appel à des entreprises qui maintenant sont basées dans tel ou tel pays
Et ça aussi, ça pourrait être peut-être rapatrié, car on a un vrai savoir-faire sur les équipements de production dans nos pays, en France comme les pays proches de l'Europe. Hein. Donc ça, c'est un point important. Olivier, tu voulais ajouter un mot? Juste pour ceci, la préoccupation que vous exprimez illustre encore une fois la nécessité d'avoir une autonomie alimentaire. Puisque, quelque part, nous, ça nous préoccupe forcément en tant qu'industriel, effectivement, d'avoir l'approvisionnement en matières premières, en équipement, et que ce soit sur les puces, le plastique. Quelque part, on est sûr d'une chose, c'est qu'on a la matière première. Je vous assure, il y a des marchés aujourd'hui qui sont plus fortement déficitaires d'un point de vue alimentaire, et on l'a vu surtout en crise Covid. On a reçu des appels de certains pays avec lesquels on ne commerçait pas, qui étaient désespérés de sécuriser de la matière première pour alimenter leur marché. Donc c'est pour ça que cette notion d'autonomie alimentaire, il faut vraiment qu'on l'ait bien présent à l'esprit. C'est une arme géostratégique dans le contexte du XXIe siècle. On a cette chance, encore. Moi, j'atténuerais le fait entre les produits de longue conservation qui poussent par des campagnes à des moments précis dans l'année, les produits frais se refabriquent assez fréquemment, parce que leur durée de vie est relativement courte. Et on le voit là avec la reprise et la sortie du confinement. Des secteurs entiers, je parle des produits traiteurs que je connais bien, le traiteur qu'on appelle de la terre, hein, par opposition au traiteur de la mer, c'est des croissances de l'ordre de 16%, 17% en ce moment, qui sont conjoncturelles, qui sont pas structurelles, qui sont conjoncturelles. Une partie sera structurelle, parce qu'on compare à des effets de base de l'année dernière où on était plein dedans et les chiffres étaient pas bons. Mais ça veut dire que là aussi, il faut pouvoir absorber, comme le disait Olivier, même dans les produits frais, des productions, des demandes de production qu'on n'a jamais vu avec des 60, 70, 80% sur des semaines où il faut trouver la marchandise, il faut trouver les gens, il faut leur donner des vacances en même temps. Enfin, tous ces éléments que vous connaissez bien. Donc c'est un vrai défi. Vrai défi. Même les sorties de crise sont un vrai défi. OK. Mais écoutez, si les questions sont terminées, nous vous remercions de votre attention, de votre venue pour ceux qui ont pu se déplacer en présentiel. Et puis, on se donne rendez-vous dans 6 mois pour vous parler du plan ADEPAL 2025 et de notre ambition de porter la voix des entreprises dans les territoires. Merci à tous et à toutes, et puis à très bientôt.